Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Socrate, l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Nous explorerons sa vie, ses idées révolutionnaires et son procès, qui a profondément marqué la philosophie occidentale. Socrate n'était pas seulement un penseur, il a été une véritable force transformatrice à Athènes, remettant en question tout pour trouver la vérité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de cette histoire. Commençons. Socrate est né vers 470 J.-C. à Athènes, au cœur de la Grèce antique, une époque marquée par l'apogée de la civilisation grecque, où la démocratie athénienne se développait parallèlement à un essor sans précédent de la pensée philosophique. Athènes, à cette époque, n'était pas seulement un centre politique puissant, mais aussi le berceau d'un mouvement intellectuel qui allait profondément façonner l'histoire de la pensée occidentale. Socrate grandit dans une ville en pleine effervescence. Athènes était une cité en pleine évolution, où la démocratie, qui venait d'être instaurée au début du XXe siècle, offrait aux citoyens une forme de participation directe à la vie politique. La Grèce tout entière baignait dans un climat intellectuel de grande richesse, avec des écoles philosophiques qui se disputaient l'attention de la population. C'est dans ce contexte de révolution politique et de progrès intellectuels que Socrate allait émerger. Les parents de Socrate, Sophronisque et Phénarète, n'étaient pas des figures célèbres de la société athénienne. Sophronisque était un sculpteur et Phénarète une sage-femme. On peut supposer que Socrate, dès son jeune âge, a été exposé à la beauté et à l'art, ce qui a sans doute nourri sa réflexion sur la forme et la matière. Cependant, ses débuts ne laissaient pas présager de son avenir philosophique. Contrairement à d'autres grands penseurs de l'époque, Socrate n'a pas été un disciple d'un maître reconnu. Il n'a pas fait ses études dans une école philosophique formelle, mais a au contraire forgé sa pensée par la pratique et l'interaction avec la société athénienne elle-même. La jeunesse de Socrate est marquée par une éducation relativement modeste. Il ne fit probablement pas partie des jeunes aristocrates qui étaient instruits dans les écoles privées de l'époque, mais il grandit dans une Athènes vivante, où les discussions philosophiques étaient omniprésentes dans les agoras et les rues. C'est au sein de cette société démocratique qu'il s'imprégna des valeurs du débat et du dialogue. Le jeune Socrate se tourna naturellement vers l'armée. Comme beaucoup de jeunes Athéniens de son époque, il servit en tant que hoplite, soldat lourdement armé dans plusieurs batailles importantes, dont celles de Potidée, d'Amphipolis et de Délium. Il fit preuve d'un courage exceptionnel au combat et ses compagnons d'armes le louèrent pour son endurance et son calme sous la pression. Cependant, c'est son caractère intellectuel qui allait prendre le pas sur ses exploits militaires. De retour à Athènes, Socrate se tourna alors vers la philosophie. Mais à la différence des philosophes de son temps, il ne cherchait pas à enseigner une doctrine toute faite. Il n'était pas un sophiste, ces enseignants qui proposaient leur savoir en échange d'argent, mais plutôt un chercheur de vérité. Il refusait de se conformer à l'idée selon laquelle la vérité était relative, comme le soutenaient les sophistes. Pour Socrate, la vérité devait être découverte à travers la raison et la réflexion. C'est ainsi qu'il se lança dans une quête intellectuelle profonde, en interrogeant sans relâche ses concitoyens, des artisans aux politiciens, des poètes aux artisans. Il se rendait dans les lieux publics pour discuter de questions morales, éthiques et politiques. Ses célèbres dialogues avec les citoyens d'Athènes ne visaient pas à prouver qu'ils possédaient une vérité, mais plutôt à amener les autres à reconnaître leur propre ignorance. Il utilisait ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode socratique, un enchaînement de questions qui, par leur simplicité, dévoilaient les contradictions dans les raisonnements de ses interlocuteurs. La méthode socratique se caractérise par un processus d'examen critique des idées reçues. En posant des questions, Socrate poussait ses interlocuteurs à réfléchir sur des concepts tels que la justice, la vertu, la beauté et le savoir. Il ne se contentait pas de leur donner des réponses, mais les amenait à remettre en question leurs propres croyances. Cette approche remettait en cause le statu quo et a fait de Socrate une figure controversée dans la société athénienne. Les influences sur sa pensée étaient multiples. Il était certes familier des enseignements de philosophes comme Anaxagore et Héraclite, mais c'est son engagement direct avec la société athénienne qui forgea son approche unique. Contrairement aux grands penseurs de l'époque, comme Pythagore ou Parménide, qui avaient tendance à se retirer du monde pour réfléchir en dehors des sociétés humaines, Socrate plongea dans l'agora, le cœur battant de la démocratie,
pour poser des questions sur la justice, la vertu, l'amour et la sagesse. Au fur et à mesure que Socrate affinait sa pensée, il devenait de plus en plus convaincu que la philosophie ne devait pas être seulement une réflexion théorique, mais qu'elle devait avoir des applications concrètes dans la vie quotidienne. Pour lui, la véritable sagesse ne résidait pas dans une accumulation de connaissances abstraites, mais dans la capacité à vivre une vie vertueuse. Il affirmait que la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, un appel à une vie introspective, à la recherche constante de la vérité et de la sagesse. Ainsi, dans ses premières années, Socrate se forgeait une identité unique. Il n'était ni qu'un maître à enseigner des vérités absolues, ni un sophiste à vendre ses idées, mais un penseur, un chercheur, un questionneur qui allait changer la face de la philosophie pour les siècles à venir. Socrate développa sa quête incessante de la vérité et du savoir à travers une méthode originale qui allait marquer toute la philosophie occidentale, la méthode socratique. Plutôt que de transmettre un savoir préexistant, il poussait ses interlocuteurs à réfléchir par eux-mêmes, à remettre en question leurs propres croyances et à approfondir leurs idées. Il se servait des questions comme d'un outil puissant, guidant ainsi ses interlocuteurs vers la compréhension, souvent par le biais de la dialectique. Ce processus consistait à poser des questions qui semblaient simples, mais qui mettaient en lumière des incohérences dans les réponses des autres, afin de les amener à une prise de conscience plus profonde de leur propre ignorance. C'était une manière subtile de les inciter à voir au-delà des apparences et des opinions superficielles. Socrate croyait fermement que la vérité était objective et absolue, contrairement aux sophistes de son époque qui prônaient une vérité relative, adaptée aux intérêts ou aux circonstances. Pour lui, la vérité n'était pas un concept subjectif qui variait selon les individus ou les situations. Au contraire, il estimait que, par un questionnement rigoureux, l'homme pouvait atteindre une connaissance objective et fondamentale du bien, de la justice, de la vertu et d'autres concepts essentiels pour vivre une vie morale. La méthode socratique était un moyen de parvenir à cette connaissance pure en éliminant les erreurs et les idées fausses. Contrairement aux sophistes, qui enseignaient un savoir pratique et utilitaire, souvent orienté vers l'art de convaincre et d'agir dans le monde politique, Socrate cherchait à atteindre une sagesse supérieure, moins soucieuse des succès mondains que de la quête de la vérité pure. Il n'était pas intéressé par l'acquisition de richesses ou de pouvoir, mais par la recherche de ce qui est réellement juste et bon. Son approche remettait en question les normes sociales et les croyances populaires, invitant ses interlocuteurs à dépasser la simple opinion commune pour atteindre une compréhension plus profonde, fondée sur la raison. Pour Socrate, il ne suffisait pas de se contenter de répéter des idées reçues ou de suivre aveuglément les traditions. Il fallait questionner tout ce qui semblait acquis et chercher à comprendre le pourquoi et le comment des choses. Cela faisait de lui un personnage dérangeant, surtout dans une société comme celle d'Athènes, où les discours et les traditions étaient souvent des moteurs essentiels de la vie politique et sociale. Ce n'était pas la quête de la vérité qui posait problème en elle-même, mais le fait que Socrate remettait en cause le système en place, y compris les croyances populaires qui renforçaient l'ordre établi. Socrate considérait que la vraie sagesse résidait dans la reconnaissance de notre propre ignorance. Paradoxalement, en étant conscient de ce que l'on ne sait pas, on est en mesure d'atteindre une forme de sagesse. Cela contrastait fortement avec l'idée de nombreux penseurs de l'époque qui se percevaient comme des détenteurs de connaissances absolues. Pour lui, il était plus important de chercher constamment la vérité que de prétendre la posséder. Cela fait écho à l'idée qu'il partageait souvent avec ses interlocuteurs « je sais que je ne sais rien », une affirmation qui soulignait à la fois son humilité intellectuelle et sa méthode de questionnement sans fin. L'approche de Socrate, avec sa focalisation sur la recherche du savoir à travers un questionnement constant, se distingue des sophistes, qui enseignaient une forme de rhétorique habile. Les sophistes considéraient souvent la vérité comme relative et au service de l'efficacité dans le débat. Socrate, quant à lui, croyait que l'important n'était pas de gagner un débat, mais d'approfondir la réflexion pour découvrir la vérité, même si cela devait déranger ou déstabiliser ses interlocuteurs. Sa philosophie était donc une invitation à la remise en question permanente et à la quête de la connaissance, sans se satisfaire des réponses superficielles. Ainsi, Socrate proposait une vision de la vérité différente de celle des sophistes. Plutôt que de chercher à influencer l'opinion publique ou à convaincre les autres de la validité d'une idée,
Il prônait l'idée que la vérité se trouvait dans l'esprit de chacun, mais que seule une réflexion profonde et sincère permettait d'y accéder. C'est pourquoi il encourageait sans cesse ses interlocuteurs à réfléchir par eux-mêmes et à ne pas se contenter des opinions de l'extérieur. La vérité, pour Socrate, n'était pas un simple savoir à posséder, mais un processus continu de recherche qui permettait à chacun de se rapprocher du bien et de la sagesse. Au fil du temps, Socrate devint une figure publique à Athènes, ce qui ne manqua pas de susciter l'intérêt et la controverse. Alors qu'il était initialement un philosophe relativement discret, ses dialogues dans les rues, les places et les marchés de la ville attirèrent de plus en plus de monde. Il interrogeait tout un chacun, des artisans aux politiciens, des poètes aux marchands, cherchant à comprendre leur conception de la justice, de la vertu et de la sagesse. Il n'était pas rare de voir Socrate discuter avec un citoyen lambda de la place publique, en plein cœur d'Athènes, défiant ceux qui se prétendaient sages et érudits. Mais c'est précisément ce type d'interrogation publique qui allait le rendre à la fois célèbre et, pour certains, menaçant. Les Athéniens étaient habitués à une société fondée sur des croyances et des pratiques anciennes. Le système politique, centré sur la démocratie et l'importance de l'opinion publique, reposait sur des certitudes partagées, même si, en pratique, ces certitudes étaient souvent peu questionnées. Socrate, en revanche, s'intéressait à ce que les gens croyaient et à pourquoi ils y croyaient. Ces questions perspicaces étaient destinées à dévoiler l'ignorance derrière les idées reçues, ce qui déstabilisait non seulement ses interlocuteurs, mais aussi la stabilité de l'ordre social et politique de la ville. Pour beaucoup, cette remise en question permanente de l'autorité et des valeurs traditionnelles représentait une forme de subversion. Les critiques de Socrate venaient principalement de ceux qu'il mettait en lumière dans ses dialogues, les politiciens, les sophistes et les intellectuels influents d'Athènes. Les sophistes, ces enseignants qui prônaient une approche relativiste de la vérité, étaient particulièrement irrités par la manière dont Socrate exposait leurs contradictions. Tandis que les sophistes enseignaient la rhétorique et l'art de convaincre, peu importait la vérité sous-jacente, Socrate s'opposait à cette conception en insistant sur la recherche de la vérité absolue. Pour lui, la vérité ne devait pas être manipulée ou adaptée pour plaire à l'auditoire. Elle devait être poursuivie pour elle-même, à travers un raisonnement rigoureux. Les politiciens athéniens, quant à eux, étaient également méfiants à l'égard de Socrate. Il interrogeait systématiquement leurs décisions et leur logique, ce qui n'était pas sans conséquence pour ceux qui cherchaient à maintenir l'ordre politique de la cité. En particulier, Socrate mettait en lumière leurs erreurs de raisonnement et leur manquer de vertu dans la gestion des affaires publiques. Dans une ville où l'éloquence était un moyen de pouvoir, Socrate ne cherchait pas à séduire ou à manipuler l'opinion publique. Il questionnait, remettait en question, mais n'acceptait aucune vérité proclamée sans un examen minutieux. Cela le rendait impopulaire parmi les dirigeants d'Athènes, qui craignaient que ses idées ne déstabilisent l'ordre politique fragile qu'il cherchait à maintenir. Socrate ne se contentait pas de critiquer ses interlocuteurs ou de les pousser à la remise en question, il leur offrait également un modèle de vie. Son mode de vie modeste et ascétique contrariait les normes de la société athénienne, où la richesse, le statut et l'influence sociale étaient des objectifs majeurs. Socrate ne cherchait pas la gloire ni l'argent, il vivait simplement dépourvu de tout désir matériel et se consacrait entièrement à la recherche de la vérité. Cette simplicité de vie, ainsi que son désintérêt pour les biens matériels, contrastait avec la recherche de statut social et de richesse qui animait de nombreux citoyens d'Athènes. Son exemple, fondé sur la vertu et l'autoconnaissance, semblait à la fois une critique de l'ambition et des valeurs superficielles de la société athénienne et un appel à un idéal plus élevé. Ses discussions dans l'agora et ses interventions dans les débats publics firent de lui une figure de plus en plus connue, voire respectée, mais aussi de plus en plus controversée. Pour les jeunes Athéniens en particulier, Socrate incarnait l'idéal d'un homme sage qui ne se laissait pas emporter par les désirs matériels et qui cherchait à guider la jeunesse vers une vie plus réfléchie et plus vertueuse. Mais pour les autorités de la ville, cette influence croissante représentait un danger. Socrate n'était pas seulement un philosophe, il était une sorte de moteur de réflexion, un agitateur d'idées qui, par ses simples questions, mettait à mal les fondements mêmes de la société athénienne. Malgré la reconnaissance croissante de son rôle de penseur et de guide moral, Socrate se heurta aux critiques de ceux qu'il remettait en question. Ses adversaires ne comprenaient pas son approche, et pour beaucoup,
il devenait une figure gênante. Son refus de se conformer aux attentes sociales, de se plier aux codes établis, faisait de lui un individu marginal, un penseur solitaire qui, loin de se plier aux règles du jeu, agissait selon une vérité qui lui était propre. Cette attitude d'indépendance intellectuelle et morale fit de lui une cible de plus en plus vulnérable face aux autorités politiques de la cité. Socrate incarna ainsi une forme de résistance intellectuelle dans un monde qui, bien qu'étant un phare de la démocratie et de la philosophie, restait aussi un lieu de lutte de pouvoir et de conformisme. Ses idées dérangeantes, ses critiques des autorités établies et son engagement à promouvoir une réflexion indépendante en faisaient un modèle de courage intellectuel. Mais cela ne tarda pas à attiser des sentiments hostiles, en particulier au sein des élites politiques et intellectuelles, qui cherchaient à maintenir l'ordre et à éviter que la société ne bascule dans l'incertitude ou le doute permanent que Socrate cultivait. Socrate mettait un accent particulier sur l'autoconnaissance et la recherche de la vertu, des principes qui se trouvent au cœur de sa philosophie morale. Pour lui, la clé d'une vie juste résidait dans la compréhension de soi, dans la capacité à se connaître profondément avant d'agir. C'était cette connaissance de soi qui permettait à l'individu de vivre en harmonie avec la raison et de prendre des décisions éclairées, guidées par la vertu, plutôt que par les passions ou les désirs aveugles. Selon Socrate, il n'était pas suffisant de se conformer à des règles sociales ou à des traditions. Il fallait comprendre et questionner ces normes pour s'assurer qu'elles étaient en accord avec la vérité. Socrate croyait que la vertu n'était pas quelque chose d'extérieur à l'individu, imposé par les lois ou les conventions sociales, mais qu'elle était une qualité qui devait naître de la réflexion intérieure. Il affirmait que nul ne fait le mal volontairement. Autrement dit, ceux qui agissent de manière injuste ou immorale le font parce qu'ils ignorent ce qui est réellement juste. Pour Socrate, l'ignorance était la racine du mal. Ainsi, connaître la vérité, comprendre ce qui est véritablement bon, conduisait inévitablement à l'action vertueuse. L'idée que la vertu découle de la connaissance de soi et de la vérité était au centre de sa réflexion morale. Socrate rejetait l'idée que la vertu puisse être simplement une question de conformité extérieure à des règles ou à des modèles sociaux. La véritable vertu, pour lui, émanait de la sagesse, de la compréhension des principes universels du bien et du juste. Un individu vertueux, dans cette optique, n'agissait pas selon les attentes extérieures ou par impulsion, mais selon ce qu'il savait être juste après une réflexion profonde. En cela, la vertu était, selon lui, un savoir, et ce savoir était le produit d'une vie d'examen constant. Socrate était un critique impitoyable de l'ignorance, qu'il considérait comme le plus grand obstacle à la véritable sagesse. Il voyait l'ignorance non seulement comme une absence de connaissance, mais aussi comme un piège qui empêche l'individu de reconnaître ce qu'il ignore. Beaucoup, selon lui, agissaient de manière injuste ou illogique, non pas par malveillance, mais parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. En interrogeant ses interlocuteurs, Socrate ne se contentait pas de leur poser des questions sur des concepts abstraits. Il cherchait avant tout à révéler leurs faiblesses et leurs contradictions en les poussant à admettre leur ignorance. C'est ainsi qu'il les amenait à une forme d'autoconnaissance. Il les obligeait à confronter leurs idées préconçues et à réévaluer leurs croyances, et ce processus, selon lui, était essentiel pour atteindre la sagesse. Cette quête de la connaissance et de la vertu impliquait un profond rejet du conformisme. Socrate critiquait durement ceux qui suivaient aveuglément les coutumes et les traditions sans jamais les interroger. Il incitait ses contemporains à remettre en question non seulement les croyances populaires, mais aussi leurs propres actions et motivations. À ses yeux, le plus grand mal était de vivre sans réflexion, de se contenter de suivre des voies tracées sans se demander si elles étaient justes ou véritables. La réflexion constante, le questionnement et l'examen de soi étaient, pour lui, les seules voies permettant d'atteindre une vie juste. Socrate prônait une éthique de l'autodétermination, selon laquelle chaque individu est responsable de ses propres actions et doit faire un effort conscient pour vivre selon la raison. Il ne croyait pas que la vertu puisse être imposée de l'extérieur par des règles ou des lois. Elle devait être choisie activement par l'individu, qui devait la rechercher à travers un processus continu de réflexion. C'était à chacun de s'efforcer de devenir vertueux, non pas par des actions extérieures, mais en s'efforçant de comprendre ce qu'il y avait de juste et de bon. Pour Socrate, l'ignorance n'était pas une excuse. L'individu était responsable de son propre savoir et de ses choix.
La philosophie de Socrate était également fondée sur l'idée que la vertu ne se limitait pas à la simple conformité avec des normes sociales, mais qu'elle impliquait une véritable recherche de la vérité. Dans ses dialogues, il encourageait ses interlocuteurs à se débarrasser des fausses croyances et à chercher des réponses plus profondes et plus honnêtes. Ce processus qui passait par le questionnement incessant, par la mise en lumière des incohérences dans le raisonnement, permettait à l'individu de se libérer de l'ignorance. À travers cette méthode, il cherchait à guider ses contemporains vers une meilleure compréhension de ce qui est moralement juste. La morale socratique reposait donc sur une vision radicalement différente de celle de ses contemporains. Tandis que la société athénienne était fondée sur des règles de conduite souvent imposées de manière externe, Socrate croyait que la véritable moralité venait de l'intérieur. Elle était le fruit d'un effort personnel pour comprendre ce qui est juste et bon. La réflexion et l'autoconnaissance étaient les clés de cette vertu. Socrate rejetait l'idée que les actions humaines puissent être guidées par des passions ou des désirs irrationnels. Il croyait que chaque individu, s'il prenait le temps de réfléchir et de se connaître, serait capable de mener une vie moralement juste. Ainsi, la philosophie morale de Socrate reposait sur la conviction que la connaissance de soi et la recherche de la vérité étaient indispensables pour mener une vie vertueuse. Dans un monde où les normes et les traditions étaient souvent suivies aveuglément, Socrate prônait une éthique de la réflexion constante, de l'examen critique de soi-même et de la quête de la vérité. Il incitait ses contemporains à ne jamais se contenter de la superficialité des croyances populaires, mais à chercher la sagesse et la vertu à travers un questionnement ininterrompu, guidé par la raison. Les relations de Socrate avec ses disciples ont été un facteur clé dans la transmission de son enseignement et de son influence, non seulement de son vivant, mais bien au-delà. Parmi ses plus célèbres disciples, Platon et Xénophon se distinguent particulièrement, chacun à leur manière contribuant à l'immortalisation de la pensée socratique. Mais avant tout, il est important de noter que Socrate n'a jamais écrit de livre ni laissé de traces matérielles de ses enseignements. C'est donc, à travers ses disciples, qu'une grande partie de son héritage nous est parvenue. Platon, son plus connu et le plus influent des disciples, a joué un rôle fondamental dans la préservation et la systématisation de la pensée de Socrate. Dans les dialogues qu'il a écrits, Platon présente Socrate non seulement comme un personnage central, mais comme un modèle de recherche intellectuelle et morale. À travers ses écrits, Platon parvient à rendre vivantes les idées de son maître, qui lui ont servi de base pour construire sa propre philosophie. Bien qu'on puisse y voir l'influence de la pensée de Platon, les dialogues sont un outil précieux pour comprendre la méthode socratique et les préoccupations fondamentales de Socrate, telles que la recherche de la vérité et l'importance de la vertu. Platon a également utilisé Socrate comme un personnage pour explorer des thèmes philosophiques majeurs, tels que la justice, la politique et la nature de l'âme, ce qui a permis d'étendre l'influence de Socrate bien au-delà de la Grèce antique. Mais bien que Platon soit l'héritier le plus connu de Socrate, Xénophon, un autre de ses disciples, a aussi largement contribué à la conservation de son enseignement. Xénophon, contrairement à Platon, offrait une vision plus simple et pragmatique de Socrate. Tandis que Platon se concentrait sur des questions philosophiques abstraites, Xénophon mettait en avant les aspects plus pratiques et moraux de la pensée de Socrate. Dans les Mémorables, il décrit Socrate comme un modèle de vertu et de sagesse dans la vie quotidienne. Ses écrits révèlent un Socrate proche de ses contemporains, engagé dans des discussions plus terre-à-terre sur la gestion de la vie privée, la politique, et la manière de mener une vie morale. Alors que les dialogues de Platon ont une portée philosophique plus large, les récits de Xénophon se concentrent sur l'aspect humain de Socrate, soulignant sa sagesse pratique et son engagement envers l'éthique. La manière dont Platon et Xénophon ont tous deux enregistré les enseignements de Socrate a assuré la préservation de sa pensée et, ce faisant, de son impact sur la philosophie occidentale. Ces deux philosophes ont non seulement permis à la philosophie socratique de survivre après sa mort, mais ils ont également permis à cette philosophie d'évoluer. À travers leurs écrits, Socrate est devenu plus qu'un simple penseur de son époque. Il est devenu une figure intemporelle, dont l'influence traverse les siècles. L'importance de ses disciples n'est pas seulement dans les écrits qu'ils ont laissés, mais dans la manière dont ils ont compris et interprété Socrate. Si Platon a utilisé Socrate pour poser les bases de la philosophie platonicienne, Xénophon a contribué à humaniser cette figure, en la rendant plus accessible.
Ensemble, ils ont créé un portrait de Socrate qui est à la fois philosophique et pratique, théorique et humain. La transmission de l'héritage de Socrate ne s'est pas limitée à ses disciples directs. Son influence s'est étendue bien au-delà, façonnant les générations futures de philosophes. Des penseurs comme Aristote, bien qu'il ait pris ses distances par rapport à certaines idées de Socrate, ont été inévitablement marquées par l'impact de la méthode socratique. Socrate a imposé un nouveau mode de réflexion qui a profondément marqué l'histoire de la philosophie. Sa méthode du questionnement systématique, loin de chercher à imposer des vérités, visait à éveiller les consciences et à permettre à chaque individu de parvenir à une forme de compréhension plus profonde. L'ascendant de Socrate sur ses disciples et sur les générations suivantes ne se limite pas seulement à ses idées. C'est aussi la manière dont il a incarné sa philosophie au quotidien, sa manière de vivre selon les principes qu'il prêchait, qui a fait de lui un modèle de sagesse et de vertu. Les dialogues de Platon et les récits de Xénophon témoignent de cette vie exemplaire, où la philosophie n'était pas seulement un discours, mais une pratique. En ce sens, Socrate a montré que la philosophie devait se vivre, non pas être un savoir théorique à accumuler, mais un chemin à parcourir. L'héritage socratique, à travers les écrits de Platon et de Xénophon, a donc constitué la base de la philosophie morale et éthique dans le monde occidental. Sans eux, il est probable que la philosophie socratique se serait perdue, ou du moins n'aurait pas eu l'impact considérable qu'elle a eu. Grâce à leurs efforts, les enseignements de Socrate ont traversé les âges, influençant des générations de philosophes, de penseurs et de citoyens, et ont jeté les bases de la réflexion critique, de la recherche de la vérité et de l'éthique qui caractérisent encore la philosophie moderne. Au fur et à mesure que Socrate continuait à critiquer les fondements de la société athénienne, en particulier son système politique et religieux, l'hostilité à son égard se faisait de plus en plus marquée. Ses interrogations incessantes et son rejet des normes établies avaient fini par ébranler l'ordre social d'Athènes, une cité fière de sa démocratie, mais où la stabilité politique et religieuse était primordiale. L'atmosphère à Athènes était déjà tendue. La guerre du Péloponnèse, qui avait opposé Athènes à Sparte, avait laissé la cité dans une situation de fragilité, tant sur le plan politique que sur le plan social. C'est dans ce contexte instable que les critiques de Socrate envers les institutions athéniennes prenaient une résonance encore plus forte. Socrate ne se contentait pas de remettre en question les idées et croyances populaires, il s'attaquait également à des institutions qui étaient considérées comme sacrées et inébranlables, telles que la démocratie athénienne et les dieux traditionnels. En refusant de suivre les règles sociales et politiques établies, en rejetant l'autorité des sophistes, des politiciens et des chefs religieux, Socrate se trouvait en conflit direct avec les forces les plus puissantes de la cité. Il dénonçait l'hypocrisie des dirigeants politiques qui, selon lui, n'agissaient souvent pas selon la vertu, mais dans leur propre intérêt. Il rejetait également les croyances religieuses et la manière dont la religion était instrumentalisée par l'État pour maintenir le pouvoir. Ces critiques se portaient particulièrement sur la façon dont la démocratie athénienne était mise en œuvre. Socrate n'était pas un partisan des partis politiques de son époque, et ses attaques contre la politique démocratique étaient perçues par beaucoup comme une menace. La démocratie athénienne, selon lui, n'était pas un modèle de vertu, mais un système où l'opinion publique et la manipulation des masses jouaient un rôle plus important que la recherche du bien commun. Socrate mettait en évidence la tendance des citoyens à se laisser guider par des passions irrationnelles, par l'enthousiasme populaire et par des discours démagogiques, plutôt que par une véritable réflexion rationnelle. Cette vision critique du système politique d'Athènes était considérée comme subversive et dangereuse. Mais ce n'était pas seulement le système politique qui attirait la critique de Socrate. Sa remise en question des croyances religieuses de la cité était tout aussi troublante. Socrate se distinguait des autres Athéniens par son approche radicale de la religion. Il ne se conformait pas au culte traditionnel, ni aux pratiques religieuses communes. Plutôt que d'adhérer aux divinités officielles d'Athènes, il évoquait des entités surnaturelles, qu'il appelait des voix divines, qu'il disait entendre, mais dont la nature restait floue et indéfinie. Cela ne manqua pas de susciter des suspicions. Socrate était-il un athée? Était-il un danger pour l'ordre religieux de la cité? Pour les autorités, ses positions pouvaient facilement être interprétées comme de l'impiété, voire de l'hérésie. Le rejet par Socrate des dieux traditionnels et de l'idolâtrie de la religion athénienne alimenta la méfiance à son égard. Ce qu'il qualifiait de
divinité intérieure. Cette voix intérieure qu'il croyait recevoir en cas de doute ou de décision importante était perçue par certains comme une tentative de subversion du culte public. Les autorités religieuses et politiques d'Athènes étaient préoccupées par l'impact de ces idées sur la jeunesse. L'idée que Socrate pourrait influencer les jeunes à remettre en question les croyances établies, à se détourner des traditions religieuses et à rejeter l'autorité de leurs aînés était un motif de plus en plus utilisé contre lui. C'est dans ce contexte de tensions politiques et sociales que les accusations formelles contre Socrate prirent forme. En 399 AVS J.C., Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et d'imputer des fautes aux dieux de la cité. Ces accusations étaient des charges graves dans une société qui valorisait la stabilité et l'unité religieuse et sociale. Corrompre la jeunesse était une accusation qui portait en elle une forte charge symbolique. L'idée que Socrate incitait les jeunes à rejeter les valeurs traditionnelles, à questionner les autorités et à remettre en cause les croyances religieuses représentait une menace directe pour l'ordre social d'Athènes. Le procès de Socrate, tel qu'il est décrit par Platon dans Apologie de Socrate, met en lumière l'influence déterminante du contexte politique dans son jugement. L'Athènes de cette époque, après avoir été dévastée par la guerre du Péloponnèse et secouée par des crises internes, était extrêmement vulnérable aux idées radicales. Dans ce climat de peur et de méfiance, les autorités politiques et religieuses étaient prêtes à faire de Socrate un bouc émissaire. La peur de l'anarchie intellectuelle et morale qu'il semblait incarner se transforma en une véritable hostilité envers lui. Le rôle joué par les tensions politiques dans son procès est crucial pour comprendre pourquoi Socrate fut jugé coupable. Sa critique radicale du système démocratique athénien et de la religion d'État faisait de lui un ennemi du régime en place. De plus, l'influence qu'il exerçait sur les jeunes Athéniens était perçue comme un facteur de déstabilisation de l'ordre social. La gravité des accusations qui pesaient sur lui ne résidait pas seulement dans le fait qu'il fut accusé de ne pas respecter les dieux traditionnels, mais aussi dans la manière dont il incitait ses contemporains à se détacher des certitudes établies et à penser par eux-mêmes. La condamnation de Socrate, suivie de sa mort par empoisonnement, témoigne de l'incapacité d'Athènes à accepter la remise en question de ses fondements politiques et religieux. La fin de Socrate marque un tournant dans l'histoire de la philosophie, une tragédie dont l'écho se fera sentir à travers les siècles. Le procès et la mort de Socrate ont finalement montré à quel point la philosophie et la vérité pouvaient être perçues comme une menace pour l'ordre social et politique d'une cité, même si ces idées étaient portées par l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Le procès de Socrate, qui se déroula en 399 AVC J.C., représente l'un des événements les plus emblématiques de l'histoire de la philosophie et de la pensée critique. Il fut jugé par un tribunal populaire d'Athènes, composé de 501 citoyens tirés au sort, qui avaient le pouvoir de condamner ou d'acquitter l'accusé. Cette assemblée représentait le cœur de la démocratie athénienne, mais dans le cas de Socrate, ce système démocratique, censé être basé sur la justice et l'équité, devint l'instrument d'une décision fatale. Les accusations portées contre lui étaient graves, la corruption de la jeunesse et l'impiété, c'est-à-dire le fait de ne pas honorer les dieux d'Athènes et d'introduire de nouvelles divinités dans la cité. Le contexte du procès de Socrate est essentiel pour comprendre les raisons de cette hostilité à son égard. Athènes, à l'époque, sortait d'une période de bouleversement politique. Après la défaite face à Sparte lors de la guerre du Péloponnèse, la cité avait vécu une instabilité gouvernementale, passant par une tyrannie des Trente et un retour difficile à la démocratie. Le climat politique était tendu et les autorités athéniennes se montraient particulièrement sensibles à toute forme de radicalisme, d'opposition ou de remise en question de l'ordre établi. Dans ce contexte, Socrate, avec ses critiques de la démocratie, de la religion et de la société athénienne, semblait être un symbole de la contestation qui perturbait l'équilibre fragile de la cité. Les accusations d'impiété et de corruption de la jeunesse étaient des charges particulièrement sérieuses dans le contexte d'Athènes. La religion occupait une place centrale dans la vie publique et privée, et les dieux étaient considérés comme protecteurs de l'ordre social et politique. Socrate, en remettant en cause les croyances religieuses établies et en ne suivant pas les cultes traditionnels, était perçu comme une menace pour cette stabilité. Il ne respectait pas les divinités de la cité et se revendiquait d'une voix divine qui semblait le guider,
une entité floue et difficile à comprendre, ce qui alimenta les soupçons à son égard. De plus, ses méthodes d'enseignement, notamment son habitude d'interroger ses disciples et de remettre en question leurs croyances, étaient vues comme un moyen de corrompre la jeunesse, de leur faire douter de l'autorité, de leurs aînés, des traditions et des lois de la cité. Socrate fut accusé par 2 citoyens athéniens, Mélétos, Anytos et Lycon, qui l'attaquèrent pour son impiété et sa capacité à influencer les jeunes hommes d'Athènes de manière subversive. Ces accusations n'étaient pas seulement le produit de l'hostilité personnelle envers Socrate, mais également le reflet de tensions profondes dans la société athénienne, où les élites politiques et intellectuelles étaient inquiètes de l'influence croissante du philosophe. En effet, Socrate était connu pour ses fréquentes discussions avec les jeunes, qui l'encourageaient à penser par eux-mêmes, à remettre en question l'autorité et à ne pas se conformer aux idées reçues. Pour les accusateurs, il semblait incarner l'incapacité à maintenir les valeurs et l'ordre établis. Le procès de Socrate ne se déroula pas dans un tribunal moderne, avec une procédure clairement définie et une séparation stricte entre l'accusation et la défense. En Athènes, le procès était un événement public et un spectacle de la démocratie en action. Socrate, en tant qu'accusé, était confronté à une assemblée de citoyens athéniens qui étaient à la fois juges et témoins de l'affaire. Ce système, bien que démocratique dans son principe, permettait aux sentiments populaires et aux passions de jouer un rôle important dans le verdict. Dans ce contexte, Socrate se retrouva non seulement à défendre sa propre vie, mais aussi une certaine vision de la philosophie, de la vérité et de la liberté de penser. Socrate ne se laissa pas intimider par le tribunal. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un homme accusé de crimes aussi graves, il aborda sa défense avec une sérénité et une éloquence impressionnantes. Plutôt que de se disculper ou de demander la clémence, il choisit de défendre avec fermeté sa méthode et ses principes. Dans son discours de défense, tel qu'il est rapporté par Platon dans l'Apologie de Socrate, il ne chercha pas à flatter le tribunal ni à jouer sur les émotions. Au contraire, il invita ses juges à réfléchir sur le fondement de leurs accusations, sur ce que signifiait réellement l'impiété et la corruption de la jeunesse. Socrate refusa de se soumettre à un compromis ou de modifier son comportement pour plaire au tribunal. Il rejeta l'idée qu'il était un corrupteur des jeunes, arguant que sa méthode consistait simplement à les encourager à penser par eux-mêmes et à rechercher la vérité, ce qui, loin de nuire à la cité, était en réalité un service à la société. Quant à l'accusation d'impiété, Socrate la rejeta, en soulignant que sa croyance en une force divine qui le guidait ne signifiait pas qu'il rejetait les dieux d'Athènes. Il affirma que ses actions étaient en réalité en harmonie avec la volonté divine, puisque son démonion, cette voix intérieure qui l'avertissait dans ses actions, était une forme de guide spirituel. Il se défendit vigoureusement en affirmant que ses convictions religieuses n'étaient en aucun cas contraires à celles de la cité, et que, loin d'être un athée, il croyait profondément dans une forme de divinité. Socrate affirma également qu'il n'était pas un sophiste, ces enseignants qui manipulaient les jeunes pour leur propre profit, et il insista sur le fait que sa recherche de la vérité était un acte désintéressé. Il expliqua que son seul but était de pousser les autres à comprendre la vérité et à remettre en question leur certitude. Dans sa défense, Socrate souligna sa conviction que la sagesse résidait dans la reconnaissance de notre propre ignorance et que, par cette approche, il aidait les Athéniens à atteindre une forme de sagesse supérieure. Malgré sa défense passionnée et réfléchie, Socrate fut condamné à mort. Les juges, influencés par la perception que ses idées étaient dangereuses pour l'ordre social et politique de la cité, choisirent de le condamner, et Socrate fut exécuté, par empoisonnement, dans un acte tragique qui marqua la fin de son combat pour la vérité. Le procès de Socrate n'a pas seulement été une confrontation entre un homme et un tribunal, mais une confrontation entre 2 visions du monde, celle de la recherche de la vérité, de la pensée libre et de la critique sociale, et celle de l'ordre établi, du conformisme et de la peur de l'incertitude. Le procès de Socrate reste aujourd'hui une référence dans la réflexion sur la liberté de penser, le rôle de la philosophie dans la société et les dangers du pouvoir lorsqu'il n'est pas confronté à la critique. C'est l'histoire d'un homme qui, au lieu de se soumettre à la pression de l'opinion publique et des autorités, choisit de mourir pour ses idées. Une décision qui, à la fois tragique et héroïque, a inspiré des générations de penseurs, de philosophes et de militants à travers les siècles. Lors de son procès, Socrate s'est retrouvé face à un tribunal populaire d'Athènes,
composé de 501 citoyens choisis au hasard. Accusé de corruption de la jeunesse et d'impiété, il aurait pu, comme de nombreux accusés dans une situation similaire, tenter de se concilier les juges, en plaidant pour sa vie ou en présentant des arguments populaires. Mais Socrate a choisi une voie radicalement différente. Au lieu de se soumettre aux attentes et aux conventions sociales, il a défié les autorités et les convictions de ses juges, en défendant fermement ses principes philosophiques. Ce qui ressort de son discours de défense, tel qu'il est rapporté par Platon dans l'Apologie de Socrate, c'est sa conviction que la recherche de la vérité, la quête de la sagesse et la mission philosophique étaient plus importantes que de se conformer aux normes sociales ou aux conventions populaires. Dans son célèbre discours, Socrate commence par rejeter l'idée que ses actions ont été motivées par de mauvaises intentions. Il n'était ni un démagogue, ni un manipulateur, mais un homme animé par une mission divine. Selon lui, une voix intérieure, qu'il appelait son démonion, le guidait dans sa quête de la vérité. Cette voix n'était pas une divinité particulière, mais un signe intérieur, une sorte de vocation spirituelle qui l'incitait à interroger les autres et à chercher la vérité. Socrate décrit son rôle comme celui d'un moulin à vent, ou d'un midge, qui provoque les Athéniens à réfléchir sur leur vie. Il se positionne donc comme un instrument divin qui, loin de corrompre les jeunes, leur apprend à chercher la sagesse, à se connaître eux-mêmes et à remettre en question les certitudes. Sa défense est avant tout un appel à la raison et à la justice. Contrairement à la majorité des accusés dans une situation aussi désespérée, Socrate ne cherche pas à apitoyer ses juges, ni à demander la clémence. Il rejette l'idée que la justice consiste simplement à respecter les lois et à se conformer aux attentes sociales. Pour lui, la véritable justice réside dans la recherche de la vérité, dans le fait d'agir conformément à la raison et dans le respect de la morale individuelle, même si cela va à l'encontre des conventions sociales. Dans sa vision du monde, la justice n'est pas une question de conformité aux règles externes, mais une question d'action juste et vertueuse, indépendamment des pressions sociales. Une des idées maîtresses de son discours est l'affirmation de sa mission divine. Socrate considère que sa quête de la vérité n'est pas seulement un acte intellectuel, mais une mission que lui ont confiée les dieux. Il évoque la pensée selon laquelle, loin d'être un individu nuisible à la société, il est en fait un serviteur du divin, cherchant à purifier les esprits et à guider ses concitoyens vers la vérité. Pour lui, la philosophie n'est pas simplement un loisir intellectuel, mais une vocation sacrée, un moyen de se rapprocher des principes divins. Il va jusqu'à dire qu'il préférerait mourir que de renoncer à cette mission, car il considère que la vie sans cette quête de vérité serait une vie dénuée de sens. Socrate défend ainsi l'idée que la philosophie est un acte sacré et qu'il serait injuste de condamner un homme pour avoir poursuivi une telle quête. Une autre partie essentielle de son discours est la manière dont Socrate défie les autorités en place. Alors qu'il est accusé d'avoir corrompu la jeunesse d'Athènes, il rétorque qu'il n'a jamais cherché à entraîner les jeunes dans une voie destructrice. Au contraire, il affirme que sa méthode consistait uniquement à les encourager à réfléchir par eux-mêmes, à remettre en question les valeurs reçues et à chercher la vérité. Selon Socrate, l'ignorance est la véritable cause de l'immoralité et de la corruption, et il se considère comme un médecin de l'âme, cherchant à guérir les esprits malades. Il rejette l'idée qu'il est un corrupteur, argumentant que personne ne fait le mal intentionnellement, mais que l'erreur vient de l'ignorance. Socrate soutient également que ses actions étaient guidées par des principes moraux universels, non par des intérêts personnels. Il souligne qu'il ne cherche ni gloire, ni richesse, ni pouvoir, mais qu'il poursuit uniquement ce qu'il considère comme son devoir moral. Ce rejet de la recherche de gains personnels contraste fortement avec le modèle de la politique athénienne, qui était souvent dominé par des ambitions personnelles et des calculs politiques. Socrate se place ainsi en dehors de la logique de pouvoir et d'intérêt personnel qui régnait à Athènes et qui faisait des politiciens et des sophistes des figures dominantes de la société. La manière dont Socrate se défend lors du procès révèle une profonde réflexion sur la justice et la vertu. En affirmant que la recherche de la vérité prime sur la conformité aux normes sociales, il incarne une vision radicale de la justice, qui ne se mesure pas par les lois ou par l'opinion publique, mais par l'engagement personnel à agir selon la vérité, la vertu et la sagesse. Il défie l'idée que la justice soit simplement une question de suivre les règles établies et expose l'idée que la véritable justice
est une quête individuelle qui transcende les attentes de la société. Enfin, sa défense est aussi une critique subtile des processus judiciaires d'Athènes. Socrate suggère que la manière dont le procès est conduit reflète un manque de discernement et une vision erronée de la justice. Le tribunal semble plus intéressé par la conformité aux opinions populaires que par une véritable recherche de la vérité. En cela, le procès de Socrate devient une illustration de l'écart qui peut exister entre la justice réelle et la justice appliquée. Une injustice dont Socrate prend pleinement conscience. Pourtant, malgré ce rejet de la logique du tribunal et des lois humaines, Socrate affirme qu'il respecte la décision du tribunal, montrant ainsi sa croyance en la primauté de la loi, même si elle le condamne à mort. Le discours de Socrate lors de son procès ne se limite pas à une simple défense personnelle, mais devient une réflexion sur la place de la philosophie dans la société, sur le rôle du philosophe dans la quête de la vérité et sur les tensions entre la vérité et le conformisme. Il va au-delà de la simple question de sa culpabilité ou de son innocence et soulève des interrogations profondes sur la nature de la justice, de la vertu et de la sagesse. Pour Socrate, la vérité et la philosophie sont des valeurs absolues qui ne peuvent être compromises par les pressions sociales ou politiques. La condamnation de Socrate à mort, prononcée en 399 AVC J.C., constitue l'un des moments les plus tragiques et les plus significatifs de l'histoire de la philosophie. À l'issue de son procès, malgré sa défense éloquente et ses arguments logiques, Socrate fut jugé coupable de corruption de la jeunesse et d'impiété par un tribunal composé de 501 citoyens d'Athènes. Le verdict était sans appel, la peine de mort. Cette sentence aurait pu sembler surprenante pour beaucoup, étant donné la stature intellectuelle de Socrate et son influence grandissante sur la jeunesse d'Athènes, mais elle est le reflet de l'intolérance de la cité face à la remise en question de ses institutions et de ses valeurs. Le peuple athénien, d'une part, semblait toujours reconnaître en Socrate un homme sage et juste. D'autre part, il était perçu par les autorités comme une menace potentielle, susceptible de miner l'ordre public. La manière dont Socrate affronta sa condamnation, et surtout sa réaction face à la perspective de sa propre mort, a eu un impact profond sur la pensée philosophique et sur la manière dont la philosophie a évolué par la suite. Plutôt que de se soumettre à la pression ou de tenter de se sauver en quittant la ville, Socrate demeura fidèle à ses principes. Il aurait pu choisir l'exil comme une alternative à la mort. On lui offrit même la possibilité de se défendre par une amende ou de se rétracter sur ses convictions. Cependant, Socrate refusa toute tentative de compromis. Pour lui, la vérité et la justice étaient supérieures à la préservation de sa vie. Il choisit de mourir plutôt que de trahir ses principes ou de renoncer à sa mission de chercheur de vérité. Son attitude devant la mort constitue une illustration frappante de l'intégrité philosophique. Socrate considérait que la recherche de la vérité et de la vertu était plus importante que la vie elle-même. Lorsqu'il se rendit compte que la majorité des jurés avaient voté en sa défaveur, Socrate ne manifesta ni peur ni regret. Il accepta la décision avec calme et sérénité, un comportement qui déconcertait profondément ses contemporains. Socrate ne montra aucune trace de colère ni de ressentiment à l'égard des juges qui l'avaient condamné. Au contraire, il soutint que, dans l'ensemble, il avait servi la cité d'Athènes en l'incitant à réfléchir sur ses croyances et ses pratiques, même si cela lui avait valu d'être jugé. En cela, Socrate prouvait qu'il était en paix avec lui-même, qu'il ne craignait ni la mort ni l'injustice, car il considérait que la véritable justice ne pouvait être trouvée dans la soumission à un pouvoir injuste. Il affirmait même que la mort ne pouvait être que soit une libération, soit un passage vers une existence meilleure. Pour Socrate, l'âme était immortelle, et la philosophie consistait avant tout à préparer cette âme à la vie après la mort. La réaction de la population athénienne face à la condamnation de Socrate fut complexe et contradictoire. Une partie de la population qui admirait Socrate pour son engagement intellectuel et moral fut profondément choquée par sa condamnation. Il y avait ceux qui voyaient en lui un véritable sage, un homme qui ne cherchait pas à accumuler des biens ou à rechercher le pouvoir, mais qui prêchait la vertu, l'autoconnaissance et la justice. Pour ses partisans, la condamnation de Socrate représentait une trahison des valeurs fondamentales de la cité d'Athènes, un acte qui allait à l'encontre des idéaux démocratiques et philosophiques sur lesquels la ville était fondée. Socrate était perçu par beaucoup comme un modèle d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle, et sa mort semblait symboliser la victoire de l'ignorance et de l'intolérance sur la sagesse. Cependant,
Une autre partie de la population, influencée par les discours politiques et religieux de l'époque, considérait Socrate comme une menace à la stabilité de la cité. Ses critiques de la démocratie athénienne, son non-respect des conventions religieuses et sa façon de défier l'autorité faisaient de lui un bouc émissaire facile dans un contexte où les autorités cherchaient à réaffirmer leur contrôle. Les accusations portées contre lui, qu'il ait ou non corrompu la jeunesse, étaient avant tout une manière de contrôler un intellectuel qui n'hésitait pas à remettre en question les fondements de la société. Dans ce sens, la condamnation de Socrate s'inscrivait dans un climat politique où les idées subversives étaient perçues comme une menace à l'ordre social. La mort de Socrate a eu un impact majeur sur la philosophie. À travers son attitude face à la mort, il a donné un modèle de résistance intellectuelle et morale aux générations futures. Sa manière de mourir a montré que la philosophie n'était pas simplement un exercice théorique, mais une manière de vivre, et qu'elle exigeait de l'engagement, de l'intégrité, et parfois même de la souffrance. En refusant de fuir ou de céder à la pression sociale, Socrate a montré que la vérité devait être défendue coûte que coûte, même face à la mort. La mort de Socrate est aussi le moment charnière où la philosophie devient véritablement une discipline autonome, séparée des préoccupations politiques et religieuses de la cité. Sa mort marqua la fin de l'ère des sophistes, qui cherchaient à convaincre les citoyens d'Athènes par des discours séduisants mais souvent dénués de fondement moral. En mourant pour ses idées, Socrate inaugura une nouvelle ère de la philosophie, celle où l'âme, la vertu et la recherche de la vérité deviennent les éléments centraux de la réflexion philosophique. De plus, l'exécution de Socrate et son intransigeance vis-à-vis des autorités ont profondément influencé les penseurs et les philosophes des générations suivantes. Platon, son disciple le plus célèbre, fit de Socrate le protagoniste de nombreux dialogues, utilisant ses idées pour construire sa propre philosophie. Mais au-delà de l'héritage direct de Platon, la figure de Socrate incarna l'idéal du philosophe engagé, un homme prêt à défendre ses principes même au prix de sa vie. Socrate devint ainsi le modèle du philosophe comme résistant à l'oppression, comme chercheur de vérité dans un monde où la vérité est souvent ignorée ou réprimée. La mort de Socrate a également joué un rôle clé dans la naissance de la philosophie occidentale. Elle a illustré la tension entre l'individu et le pouvoir, entre la liberté de penser et l'autorité, et a montré que la philosophie pouvait être un acte de résistance. Sa mort a placé la philosophie au cœur des préoccupations éthiques et sociales, en soulignant l'importance de la justice, de la vérité et de l'intégrité personnelle dans la vie publique. Le legs de Socrate, à travers sa mort et son influence, a façonné la manière dont la philosophie occidentale a évolué. Son engagement envers la vérité, sa résistance à l'injustice et sa vision de la philosophie comme une quête morale et spirituelle ont traversé les âges et continuent d'inspirer les philosophes contemporains. L'héritage de Socrate reste vivant dans chaque réflexion sur la justice, la moralité et la liberté de penser. Et il demeure un exemple intemporel de la manière dont la philosophie peut éclairer les ténèbres de l'ignorance et de l'oppression. L'héritage de Socrate dépasse largement les limites de son époque et de son contexte historique. Si son influence immédiate sur la pensée athénienne fut complexe et parfois controversée, son impact sur la philosophie occidentale s'est révélé profond et durable. En effet, il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie occidentale, non seulement pour ses idées révolutionnaires, mais aussi pour la manière dont il incarna la quête de la vérité et de la justice, en dépit des obstacles personnels et sociaux. Sa philosophie, principalement transmise par les dialogues de son disciple Platon, a traversé les siècles, nourrissant et façonnant le développement de la pensée occidentale de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Socrate n'a jamais écrit lui-même ses idées, ce qui a laissé une certaine ambiguïté sur la nature exacte de sa philosophie. Cependant, ce vide fut comblé par ses disciples, surtout Platon, qui consacra une grande partie de son œuvre à la représentation de Socrate et de ses dialogues. C'est à travers ses écrits que nous avons accès à la pensée de Socrate et à sa méthode de questionnement. Platon, en particulier, a utilisé Socrate comme un personnage central dans de nombreux dialogues, en développant et en approfondissant ses idées sur l'éthique, la connaissance et la politique. Socrate incarna une philosophie radicale qui défiait l'idéologie dominante et incitait les citoyens à examiner leur vie. L'une des contributions majeures de Socrate à la philosophie réside dans sa méthode, la maïeutique,
qui consistait à poser des questions pour amener ses interlocuteurs à découvrir la vérité par eux-mêmes. Contrairement aux sophistes qui enseignaient que la vérité était relative et que l'art de la persuasion suffisait à diriger la société, Socrate croyait fermement qu'il existait une vérité objective, une vérité morale et épistémologique, accessible uniquement par le questionnement rigoureux et l'autocritique. Il considérait la philosophie non comme un savoir à acquérir, mais comme un processus de recherche, un chemin sans fin pour comprendre la nature des choses et des actions humaines. Sur le plan de l'éthique, Socrate a introduit des concepts fondamentaux qui ont marqué la pensée morale occidentale. Il affirmait que la vertu n'était pas simplement une question de conformité aux lois ou aux normes sociales, mais qu'elle résidait dans la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Pour Socrate, comprendre ce qu'est le bien, c'est comprendre ce que c'est que d'être humain. Il insistait sur l'importance de l'autoconnaissance, l'idée que l'on ne peut mener une vie morale et juste que si l'on prend le temps de se comprendre soi-même et d'examiner ses actions à la lumière de la raison. Connaître soi-même était ainsi le précepte fondamental de la philosophie socratique. Cette notion de vertu s'étendait à son approche de la politique et de la société. Socrate n'était pas un théoricien politique à proprement parler, mais il a profondément influencé la manière dont la politique a été pensée à travers l'histoire. Son scepticisme vis-à-vis de la démocratie athénienne et sa critique de l'opinion populaire ont suscité un débat considérable. Bien que Socrate n'ait pas cherché à renverser la démocratie, il l'a critiquée pour sa tendance à favoriser la démagogie et l'ignorance plutôt que la sagesse et la compétence. Selon lui, la politique devait être guidée par la connaissance des principes éthiques et la quête de la vérité, et non par la volonté de plaire à la foule ou de satisfaire les intérêts personnels. Cette vision de la politique influencera plus tard des philosophes comme Platon et Aristote, qui feront de la philosophie politique un domaine central de la réflexion intellectuelle. L'héritage de Socrate s'étend bien au-delà des discussions philosophiques formelles. Sa manière de vivre et de mourir, son engagement à vivre selon ses principes, ont exercé une profonde influence sur les générations futures de philosophes, et au-delà d'eux, sur toute la culture occidentale. Socrate est devenu un symbole de la recherche de la vérité à tout prix, de la résistance à l'oppression et de l'indépendance intellectuelle. Son attitude face à la mort, choisissant de mourir, plutôt que de renoncer à ses idées et à ses principes, a inspiré une multitude de penseurs à travers les siècles. Des philosophes des siècles suivants, comme Platon, mais aussi des figures de la Renaissance, de la Réforme et des Lumières, ont vu en Socrate un modèle d'intégrité morale et intellectuelle. L'influence de Socrate se fait sentir à la fois dans les domaines de l'éthique, de l'épistémologie et de la politique. Sa conception de la vérité, non pas comme une opinion subjective, mais comme une réalité objective à découvrir par la raison, a marqué un tournant dans la manière dont la philosophie allait se développer dans le monde occidental. La maïeutique, en tant que méthode d'interrogation systématique, est devenue l'un des outils fondamentaux de la réflexion philosophique et scientifique. Cette méthode, qui consiste à susciter la pensée critique en posant des questions pertinentes, est toujours utilisée aujourd'hui dans l'enseignement de la philosophie, de la logique et des sciences humaines. En outre, Socrate a façonné l'idée que la philosophie doit être un acte de vie, un cheminement vers la sagesse, plutôt qu'une simple accumulation de connaissances abstraites. Il a montré que la philosophie n'était pas réservée aux érudits ou aux théoriciens, mais qu'elle concernait chacun dans sa vie quotidienne. Le véritable philosophe, selon Socrate, est celui qui cherche à vivre en accord avec la vérité et la justice, non pas celui qui se contente de théoriser sur ces notions. Le legs de Socrate a donc été central dans la construction de la pensée occidentale. Ses idées ont traversé les âges grâce à ses disciples, principalement Platon, qui en a fait le cœur de son œuvre et de sa propre philosophie. Mais plus que ses écrits, c'est son exemple de vie qui a continué d'inspirer des générations de philosophes, de leaders et de militants. Socrate a incarné l'idéal du philosophe engagé, prêt à tout sacrifier pour la vérité. Il a donné à la philosophie un modèle de résistance morale, qui a marqué la philosophie politique et morale tout au long de l'histoire. Au-delà de la philosophie académique, l'héritage de Socrate s'étend à la culture occidentale dans son ensemble. Il est devenu un modèle de résistance à l'injustice et de quête personnelle de la vérité, un modèle qui a influencé des penseurs comme Montaigne, Spinoza, Rousseau, Nietzsche et bien d'autres. Chaque réflexion sur la liberté de penser, la morale et la responsabilité individuelle trouve en Socrate une source d'inspiration et un point de départ.
En somme, Socrate n'est pas seulement une figure emblématique de la philosophie antique, mais il reste un guide intemporel pour quiconque cherche à comprendre la nature de l'existence, de la vertu, de la connaissance et de la justice. Son influence s'étend bien au-delà de son époque, et son héritage perdure dans chaque réflexion sur la vérité, la sagesse et la liberté de penser. L'importance de sa vie et de sa mort, son engagement en faveur de la vérité et son refus de se soumettre à l'injustice font de Socrate une figure éternelle de la pensée humaine.